historique, effectivement, Convera de l'APEX, le club des entreprises de l'international. Merci beaucoup à Jean-Yves Bettman pour cette invitation. On pense à lui ce matin. Nous allons échanger autour de repères sur l'avenir du commerce international. Nous avons essayé de dégager des tendances, finalement, des grands mouvements de fonds que nous observons sur nos 30 000 clients à travers le monde, sur nos 1800 clients en France. Point de situation, finalement, sur les échanges internationaux et puis tentative de projection. Il s'agit vraiment de partager autour de données factuelles avec l'intention, finalement, de nous donner quelques repères et tendances émergentes. Nous verrons dans la suite de la présentation, finalement, par rapport à l'ensemble de ces incertitudes qui seront présentées, comment est-ce que Convera accompagne ses clients dans la protection contre la volatilité des devises, la volatilité des marchés, et comment est-ce qu'on aide et accompagne nos clients dans cette protection, dans cette gestion des risques sur les marchés financiers. Donc moi, je suis Marc-Élie Caspar, je suis directeur pour l'Europe de l'Ouest pour Convera. Je serai accompagné aujourd'hui de Charles Garnier, qui est notre directeur de la salle des marchés, notre expert sur la France et sur le Benelux. Un mot rapide de rappel sur Convera. Alors, aujourd'hui, nous sommes leader mondial non bancaire des paiements. Cette position de leader est issue de rachats successifs. Convera a racheté donc en juillet, en 2021, Western Union Business Solutions, qui était l'entité B2B de Western Union, du groupe Western Union, et puis successivement par le passé, le rachat de Travelex, de Custom House, l'ensemble en fait d'experts autour des paiements en devises, des paiements à l'international et de la couverture du risque de change, qui est une activité de marché, pour finalement construire ce leader mondial des paiements. Nous avons plus de 30 000 clients, je vous le disais, à travers le monde, qui nous font confiance dans l'accompagnement pour le paiement dans plus de 140 devises. Ils viennent chercher chez nous cette couverture mondiale, puisque nous mettons à leur disposition plus de 500 comptes bancaires internationaux sur plus de 200 pays dans le monde. Physiquement, nous sommes localisés sur 30 pays et travaillons avec plus de 60 banques partenaires dans le monde. La spécificité réellement du positionnement de Convera, c'est cette capacité à apporter des technologies robustes, mais à avoir un accompagnement local avec des salles de marché comme nous pouvons en avoir par exemple pour la France, pour accompagner nos clients français. Nous travaillons beaucoup autour d'une volonté, d'un besoin de nos clients sur lequel Charles reviendra pour sa partie. C'est la partie des paiements durables, avec toute cette capacité à compenser finalement les émissions de CO2 pour l'ensemble des transactions financières que nous mettons en place pour nos clients. Nous travaillons au service de différentes activités. En France, essentiellement pour les petites et grandes entreprises, en les aidant sur cette partie des paiements et de simplification des échanges internationaux. Mais nous travaillons aussi avec un certain nombre d'institutions financières qui nous font confiance pour cette partie technologique. En support, on leur apporte finalement cette couverture internationale que ces institutions n'ont pas toutes. Nous sommes très présents dans le secteur juridique et particulièrement dans le secteur de la propriété intellectuelle. Les ONG nous connaissent bien aussi, et c'est le cas de manière générale. Là, notre vocation, c'est d'apporter au plus près de leur théâtre d'opération les fonds dont elles ont besoin pour agir, pour intervenir. Le secteur de l'éducation et l'université nous font confiance aussi, le secteur académique d'une manière générale. Et c'est aussi le cas en France à travers de grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce. Et nous permettons aux étudiants du monde entier de payer les droits de scolarité, quelle que soit la devise, quelle que soit l'école qui nous fait confiance. En résumé, nos métiers depuis maintenant 30 ans, c'est bien envoyer et recevoir des paiements en devises dans le strict respect des règles de conformité locales et à travers le monde. C'est gérer le risque de change à travers nos différentes salles de marché et un large éventail sur lequel Charles reviendra, de produits de couverture pour se protéger contre la volatilité des devises et permettre à nos clients que vous êtes de préserver et de protéger leur marge. Et puis toute la dimension technologique, c'est pouvoir s'intégrer dans les systèmes d'information de nos clients pour pouvoir traiter en masse des paiements depuis les systèmes de trésorerie de nos clients, et c'est le cas aussi dans de nombreuses ETI en France particulièrement.
On va partager des éléments autour du commerce international, des échanges, à partir d'informations évidemment économiques, macroéconomiques, mais aussi en observant les grandes mutations, les grandes tendances autour des fonds que nous avons en gestion, en termes de paiement. Chaque année, nous développons une action majeure qui a démarré là, qui s'appelle Are You Ready? Êtes-vous prêt pour l'année à venir? Et qui consiste à appeler l'ensemble de nos clients pour pouvoir se projeter avec eux sur leurs besoins à venir, se projeter avec eux finalement sur les grandes mutations de leur propre activité. Et c'est cette combinaison finalement de données macroéconomiques disponibles et développées à travers nos analystes et nos propres recherches économiques, et puis l'observation réelle du terrain, c'est-à-dire réellement où vont les paiements, sur quelle zone, sur quelle activité et comment mutent-ils que finalement nous en dégageons des grandes tendances. La valeur du commerce mondial en 2022 a beaucoup augmenté par rapport à 2019 en valeur, plus 24% aujourd'hui situé autour de 32 milliards de dollars. Nous voyons que cette valeur du commerce de biens et d'équipements va être une tendance là aussi en croissance dans cette période de 2023 à 2028 et on va revenir dessus, essentiellement soutenu pour ce qui est du commerce de biens par les investissements liés à la transition climatique. Et en ce qui concerne les services, là, ça va être une tendance forte qui se dégage sur cette période où la valeur du commerce de services, et on va le voir particulièrement stimulé par le numérique et spécifiquement sur le secteur du B2B, va profiter de cette croissance particulière sur cette période. Faisons un point immédiat d'actualité avant de nous projeter. Nous avons connu effectivement en 2022, et nos clients l'ont vraiment connu de manière générale, un retour à un niveau record des échanges internationaux. Alors évidemment, après la chute en 2020 et la période pandémique qui avait vu un recul de 10% des échanges, toujours en valeur par rapport à 2019, la période de reprise en 2021 a été très forte et la tendance s'est confirmée en 2022. Donc on a vu finalement dans cette période entre 2019 et 2022, la valeur de ce commerce international de biens et de services augmenté considérablement de 24%. À prix constant, si on ajuste ces prix de l'inflation, ces exportations ont progressé de 7% sur la même période. Niveau record de 2022, on voit qu'il est conjoncturel, il est vraiment lié à cet effort de reprise au niveau mondial après cette période pandémique et de fort ralentissement. Pour autant, en 2023, on note à nouveau un ralentissement et certainement un nouveau modèle qui est en train de se dessiner. Certains appellent de leur vœu ou commencent à parler de démondialisation comme nouvelle tendance de fond. C'est pas vraiment le cas, on n'en est pas là, mais en tout cas certainement une nouvelle donne, de nouvelles cartes aujourd'hui qui sont distribuées sur un nouveau modèle de mondialisation serait plus précis et plus juste pour qualifier ce ralentissement. En 2023, en valeur, les échanges internationaux ont progressé de 0,8%, alors qu'en 2022, en valeur, ils progressaient quasiment de 3%. On sait qu'en 2024, et là c'est vraiment le cas des projections de manière générale quand on regarde les grandes institutions internationales, quand on regarde nos clients aussi, on va retrouver une moyenne qu'on observe depuis 2015 à un peu plus de 3% de croissance des échanges. Deux facteurs finalement viennent expliquer ce ralentissement que l'on connaît à nouveau et qui va s'accentuer, qui va se confirmer en 2024. D'abord, évidemment, l'inflation et les hausses des taux ont un impact très fort sur la demande mondiale, sans aucune surprise. Alors l'inflation, si on revient quelques secondes sur le phénomène, on sait que la pandémie a d'abord créé un choc de l'offre, fermeture des usines de l'ensemble des fournisseurs mondiaux, et particulièrement en Chine, a brutalement créé une raréfaction d'un certain nombre de produits, particulièrement sur l'électronique. Et puis rapidement s'est succédé au choc de l'offre au moment de l'ouverture, un choc de la demande, où finalement il y a eu un boom, une volonté de consommer partout dans le monde comme un rattrapage, avec une difficulté pour les fournisseurs
fournisseurs de suivre la cadence. On se souvient des ports congestionnés, de l'augmentation massive qu'ont vécu de plein fouet nos clients du mètre cube du container finalement sur les transports maritimes. Et cette première, on va dire, ce choc de l'offre puis de la demande a créé cette première vague d'inflation auquel on a dû faire face. Et puis ensuite est arrivé, on se souvient, février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, c'est vraiment un deuxième choc qui a accéléré ce phénomène d'inflation, notamment avec l'impact de cette guerre sur le prix des matières premières. On sait que la Russie est un des principaux fournisseurs en matières premières, autour notamment du gaz ou du pétrole, mais bien d'autres matières premières sur la zone euro. Donc là, phénomène d'inflation qui s'est accéléré et qui a eu un impact fort sur la demande mondiale. La réponse des grandes banques centrales a été la hausse des taux. Charles y reviendra, pour pouvoir lutter et limiter cette inflation, mais qui a un impact, et on va le voir, qui va se confirmer fortement en 2024, évidemment sur la capacité d'investissement des entreprises, mais aussi sur la consommation des ménages, et ce, partout dans le monde. On s'est rendu compte aussi finalement que et la pandémie et les questions de guerre, mais aussi les crises climatiques qui se multiplient, amènent aussi et accentuent ce nouveau modèle qui se dessine. Désormais, et on le mesure vraiment sur nos clients, à travers notamment les zones d'échange qui mutent, on cherche à rapprocher les sources d'approvisionnement pour réduire cette dépendance à la Chine. Rapprocher les sources d'approvisionnement pour des raisons économiques, évidemment, donc limiter le lien de dépendance, éviter absolument la rupture d'approvisionnement, et puis finalement avoir des meilleurs leviers de négociation en baissant ce point de dépendance. Et puis on se rend compte aussi que des grands blocs régionaux, notamment autour de la guerre commerciale Chine-USA, finalement des grands blocs régionaux se forment, essentiellement aujourd'hui Est-Ouest, et puis des mesures protectionnistes que l'on voit fleurir un petit peu partout, qui privilégient les investissements locaux et bien sûr les productions nationales. On en parle aussi en France quand notre président parle de réindustrialisation. On est évidemment au cœur de ce sujet, mais le cas le plus emblématique en termes d'investissement massif se produit évidemment aux États-Unis avec le fameux Inflation Reduction Act qui pousse fort les investissements locaux nationaux. Un exemple avec le CHIPS Act et le Science Act autour des semi-conducteurs, par exemple, relocalisés par exemple dans la région américaine. Alors des alliances géopolitiques qui se fondent aussi sur des valeurs communes. Le friendshoring devient une tendance de fond où finalement on se rend compte, et ça c'est l'OMC qui nous le dit, que les flux commerciaux à l'intérieur des blocs augmentent beaucoup plus vite, et ça c'est nouveau, que les échanges entre les différents blocs. Donc on a une relocalisation finalement des activités autour de valeurs communes entre alliés, entre pays amis. Parallèlement, c'est la croissance finalement qui va continuer à montrer des signes de ralentissement, et ça va se prolonger en 2024 et avant une reprise éventuelle en 2025. 5 éléments clés qui vont peser sur la croissance à venir et dont on voit déjà les caractéristiques de manière très claire. Peut-être un sujet dont on parle moins, c'est la crise immobilière en Chine, qui est une véritable menace finalement. Alors, d'une part, sur le marché local, le marché immobilier représente 25 à 30% du PIB chinois. Et on voit aujourd'hui deux géants du secteur, Evergrande et Country Garden, qui sont aujourd'hui en cessation de paiement, sous le poids de différents facteurs. D'abord des investissements massifs sur des projets gigantesques, une demande qui s'est fortement ralentie, et puis finalement un comportement spéculatif qui a provoqué une bulle immobilière dont elles sont les premières victimes, ces grandes entreprises. Cette potentielle crise immobilière pourrait avoir des impacts sur les marchés financiers au niveau mondial, et donc effet potentiel de contagion. Ça pèse sur les marchés aujourd'hui, ça pèsera potentiellement sur la croissance à venir.
Les matières premières qui vont continuer à rester extrêmement volatiles. Là, on est au cœur des tensions géopolitiques qui agitent le monde, mais aussi des changements climatiques sous le coup des catastrophes climatiques qui se multiplient à travers le monde et on en est les tristes observateurs. L'inflation a un impact désormais très fort et avéré et sur l'investissement, mais fortement sur la demande au niveau mondial. Et de la même manière qu'en 2023, où elle a pesé l'inflation à un niveau de 6,9%, quasiment 7%, on va continuer à être sur ce phénomène au-dessus des seuils attendus, indiqués par les banques centrales, à quasiment 6% en 2024. À suivre aussi les éléments de risque budgétaire qui auront un impact sur les croissances des différentes zones économiques, sous le poids de l'endettement notamment des États et le coût de financement pour rembourser la dette et ou pour continuer à investir. Là aussi, les changements climatiques, on continue à avoir très fort, notamment sur les prix de l'alimentaire, des matières premières alimentaires, et avec finalement ce risque d'inflation aussi autour des prix de l'alimentaire. On voit finalement que la projection du FMI, c'est le cas de l'OMC légèrement inférieur aussi sur la croissance au niveau mondial, sera en dessous de 3%. C'est l'ordre de grandeur aujourd'hui le consensus au niveau mondial. La zone euro, particulièrement impactée, et on le voit dès ce trimestre, l'INSEE l'a rappelé, c'est le cas pour la France, avec une croissance très faible. On évite la récession de peu sur le troisième et quatrième trimestre de cette année. L'Allemagne est en récession sur cette fin d'année avec des niveaux de croissance de moins 0,5. C'est finalement le pays qui pèse le plus sur la croissance de la zone euro, étant le premier pays exportateur, et on va continuer à en voir les effets l'année prochaine avec un niveau de croissance légèrement au-dessus de 1%, donc croissance très faible, mais on devrait quand même éviter le phénomène de récession. Si on regarde, si on fait un zoom rapide sur la France, et alors ça c'est un élément très fort sur le portefeuille client de Convera sur la France, on est sur un marché d'importateurs. Très clairement, en raison d'un déficit commercial chronique depuis au moins 20 ans. Et on voit finalement que ce déficit commercial, vous le voyez là depuis 2018, fort, cette balance finalement toujours négative entre les importations et les exportations, a vu son pic, son point d'orgue en 2022 de manière très importante. Ça, c'était conjoncturel. On est revenu à un niveau de 54 milliards de déficit en 2023. Regardons un petit peu comment ça fonctionne. En 2023, après ce déficit record en 2022, qui était à 89 milliards d'euros en 2022, il est repassé à 54 premier semestre 2023. Alors, le phénomène conjoncturel de 2022 est essentiellement lié au prix de l'énergie. 50% du déficit était lié au prix de l'énergie. On sait l'impact finalement de la guerre en Ukraine sur le prix de l'énergie. On pense que, enfin, les chiffres donnent le consensus d'un peu plus de 30 milliards additionnels de déficit liés essentiellement au prix de l'énergie qui s'est creusé en 2022, d'où ce phénomène conjoncturel rattrapé en 2023 avec une situation qui s'est quand même améliorée. Et puis la devise en elle-même, hein, c'est-à-dire que l'euro en 2022 finalement perd 10% face au dollar. La grande majorité des importations sont libellées en dollars, mais surtout les commodités, les matières premières. Donc globalement, là aussi, 10% en gros du déficit est dû à la faiblesse de l'euro face au dollar sur cette période. Les secteurs qui ont quand même réussi à redonner un rebond en 2023 sont d'abord l'aéronautique, qui a affiché un excédent dans cette balance de 16 milliards d'euros avec une croissance de 12%. L'automobile aussi, plus 7%, donc un excédent de 8 milliards d'euros, croissance de l'excédent de 8 milliards d'euros. Les cosmétiques aussi ont joué leur rôle. On a vu aussi le nombre d'exportateurs au premier trimestre, notamment de cette année, à nouveau réaugmenter. Ça intéresse fortement l'APEX. Et on se rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est à horizon 2030, 200 000 sociétés exportatrices en France. On devrait y arriver compte tenu de la croissance du chiffre sur le nombre d'entreprises exportatrices. On voit pour autant le secteur agricole s'infléchir. Ça, c'est essentiellement lié à la normalisation des prix de l'alimentaire, donc on va dire une correction technique.
Et la balance des services est absolument excédentaire, ce qui est très intéressant, excédent de 11 milliards pour le tourisme et de 14 milliards pour les services financiers. Là, on voit un retour fort qu'on va commenter au niveau mondial, notamment du tourisme, sous l'effet et du rattrapage lié à la frustration de ne plus voyager pendant la période de la pandémie, mais aussi effet d'inflation sur le prix des voyages, des billets d'avion particulièrement, services financiers qui a rebondi fort en 2023. En août, donc je viens moduler ça, les douanes nous précisent que le déficit s'est à nouveau creusé de 0,3 milliards. Donc on est à nouveau sur un déficit qui atteint les 8 milliards d'euros, avec, on le voit, des importations qui ont légèrement augmenté sur des exportations qui, elles, sont restées stables. Quelles sont les grandes tendances que l'on voit se dégager sur cette période 2023-2028? Et nos clients nous le confirment dans les premières interviews que l'on a sur cette grande opération de êtes-vous prêt pour 2024? D'abord, certainement une morosité économique qui se confirme en 2024, comme elle a eu lieu en 2023. Des perspectives plus favorables, mais qui ne sont qu'envisagées qu'à partir de 2025. L'environnement géopolitique, finalement, qui très vite devient de plus en plus complexe, crée une forte incertitude et on l'a dit, va rabattre les cartes du commerce international. Une tendance que l'on voit, par exemple, c'est la Corée du Sud, par exemple, qui voit ses potentiels, ses opportunités augmenter et qui subit finalement une mutation des zones de production de la Chine vers la Corée. Ça, on l'observe. La transition écologique aussi va rabattre les cartes du commerce, notamment sur la vente de biens et de services qui va profiter. Les ventes vont profiter finalement de ces besoins fortement de biens liés à la transition écologique. Les énergies renouvelables, donc véhicules électriques, vont être les piliers de cette croissance de commerce de biens. Et puis, on va continuer à avoir cette croissance des services s'accentuer très fortement, notamment autour des services B2B. Ça, c'est une nouvelle forte tendance de fond. Les services B2B aux entreprises, finalement, expliquent cette croissance des services à travers le monde. Donc, globalement, sur cette période, le commerce international va résister et augmenter en valeur de plus d'un tiers sur cette période. De 2023-2028, là où on avait eu une augmentation sur la période très récente de 2019 à 2022 de plus 24% en valeur. Si on regarde les commerces de biens, ils seront essentiellement tirés, et là on le voit sur finalement le classement aussi de notre top clients, que ce soit en France ou en Europe, qui commencent tout doucement à changer de secteur. C'est bien la transition vers les énergies renouvelables qui va accélérer le commerce de biens d'équipement. Les entreprises vont avoir besoin, comme les collectivités, de s'équiper pour pouvoir assurer cette transition à travers l'achat, notamment de panneaux solaires, de véhicules électriques et finalement de tout ce qui va accompagner ce besoin d'énergie renouvelable. Le commerce de services, lui, va augmenter. Alors, phénomène nouveau, on le voit, qu'on a déjà connu sur la période précédente, mais le commerce de services, finalement, va maintenant très largement dépasser le commerce de marchandises dans cette croissance affichée. Et on va regarder particulièrement tiré par les services financiers et par le tourisme. Et quand on regarde dans le détail ces commerces de services, c'est le B2B qui profite fortement de cette croissance. Donc, commerce de biens, je vous le dis, confirmé par le besoin croissant en énergie renouvelable et cette transformation des chaînes de valeur mondiale, avec finalement ce besoin de se recentrer au niveau régional sur le commerce de biens et aux régions de se doter finalement de cette capacité à produire elles-mêmes les énergies renouvelables et le matériel nécessaire pour pouvoir les produire. Et puis commerce de services en très forte croissance, particulièrement sur le B2B.
Ce sont essentiellement les pays, les grandes zones et les régions qui ont la capacité finalement, en termes de connaissances, d'éducation, finalement de favoriser l'ensemble de ces mutations liées notamment aux infrastructures numériques et aux infrastructures liées aux énergies renouvelables, qui vont être capables de produire la main-d'œuvre qualifiée et être ces nouvelles zones de production. Les États-Unis vont fortement progresser, profiter de cette forte augmentation avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine encore malgré tout, qui devraient être aussi les gagnants de cette croissance de services aux entreprises. Dans ces pays, les services B2B représenteront, je vous l'ai dit, le principal moteur des exportations. On l'observe vraiment sur nos clients si cette année 2023 a été l'année finalement du rattrapage très fort qu'on avait déjà vérifié en 2022 sur le tourisme. Pour autant, rattrapage en termes de valeur, pas forcément en termes de volume. Ça veut dire que le secteur du tourisme, alors d'abord, il y a eu un phénomène d'inflation, c'est-à-dire que on voit par exemple le coût d'un billet d'avion aux US a augmenté de quasiment 43% en 2022, par exemple. Ça veut dire que globalement, les voyages coûtent plus cher et s'adressent à moins de monde. Pour autant, cette population qui se réduit et qui continuera à voyager fort le fera de plus en plus et investira peut-être plus sur ces voyages. Donc un rattrapage en volume, en valeur, qui s'est vraiment confirmé sur nos clients. Le secteur du tourisme représente, pour le cas de Convera France, par exemple, pas loin de 16% en volume de nos clients. Et c'est vraiment une tendance qu'on a pu et puis ensuite, quand on regarde l'autre, donc là on est sur un niveau de 105% d'augmentation des flux en valeur attendue entre 2023 et 2028. On observera aussi, je vous le disais, une forte augmentation sur les services B2B, essentiellement au niveau des services tant financiers que de software et finalement autour de ces métiers de l'intelligence. Et cette accélération va s'accentuer. On voit aussi chez nos clients que de nombreuses filiales sont créées, par exemple, sur la capacité finalement à vendre l'accompagnement non seulement de maintenance, mais aussi d'accompagnement, d'utilisation des biens qui sont développés, qui sont vendus. Donc vraiment toute cette dimension de service intellectuel qui va être de plus en plus vendue à l'export. Donc en résumé, commerce international qui résiste malgré les crises, une mutation qui va profiter essentiellement aux services B2B internationaux, finance, tourisme, et les ventes et le commerce de biens et marchandises tirés essentiellement par la mutation climatique, le changement climatique et le besoin de se doter en matériel. Et puis les États eux-mêmes, les grandes régions vont elles-mêmes accompagner ces grandes mutations du commerce international. On voit que les barrières à l'entrée, par exemple pour la zone euro, vont se mettre en place autour de ces critères écologiques avec les nouveaux mécanismes d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. On voit que l'IRA aux US aussi va imposer de plus en plus de critères finalement de respect de ces contraintes écologiques comme barrière à l'entrée, comme arme commerciale aussi pour relocaliser. Et puis, Charles va en parler, une accélération des besoins aussi en termes de paiement pour fluidifier et accélérer finalement le commerce entre entreprises. Comment est-ce que d'ailleurs ces tendances en matière de paiement vont-ils se manifester sur cette période? C'est le point qu'on observe sur nos clients dont Charles va nous détailler quelques points de synthèse. Merci Marc, merci beaucoup. Vous l'avez compris, notre présentation se fait un petit peu en 2 temps, hein. La première partie, grâce à Marc, c'était l'occasion de pouvoir revenir sur, des grands agrégats, on va dire économiques, mais aussi d'utiliser, toute notre expérience du monde du paiement comme un indicateur pour pouvoir vous donner à vous, chefs d'entreprise, ayant en plus une exposition à l'international, la possibilité de savoir quels sont les secteurs, on va dire, qui sont en pleine croissance, où est-ce que ça se joue, on va dire, aujourd'hui, où est-ce que ça se joue dans les années à venir. Malgré la morosité, on va dire, un petit peu actuelle, on voit que les perspectives sont plutôt très favorables. Marc le disait tout à l'heure,
pratiquement plus de 30% de croissance espérée en termes d'échanges internationaux d'ici 2028. Donc, j'ai envie de dire, soyons optimistes et essayons de surfer au maximum sur cette croissance qui nous attend. Concernant les paiements, et c'est maintenant, on va dire, plus ma partie, c'est comment est-ce qu'à notre niveau, comment est-ce que on peut vous accompagner, à la fois bien sûr chez Convera, mais bien sûr, on va aussi penser à d'autres partenaires qui peuvent vous aider en la matière sur les dernières tendances dans le monde du paiement. On en observe plusieurs. Que je vais essayer de résumer en trois grands axes. La première, ça va être la rapidité. La deuxième, ça va être la fiabilité. La troisième, ça va être la sécurité. Sur la partie de la rapidité, aujourd'hui, on va de plus en plus vers de l'automatisation. C'est vraiment la grande arrivée de la tech au sein du monde du paiement. Pendant longtemps, les paiements internationaux, c'était encore un peu artisanal parce que les normes n'étaient pas toujours justement les mêmes partout dans le monde. C'était du traitement manuel à la fois dans les banques, à la fois dans les entreprises. Et aujourd'hui, notre observation, c'est de voir que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, c'est un process qui aujourd'hui s'automatise. Alors en fait, par plusieurs biais, c'est-à-dire qu'il y a de l'interconnexion dans vos services comptables, dans vos services de trésorerie, pour que le processing, on va dire, de ces paiements à l'international se fasse de façon beaucoup plus rapide pour vous, que eux-mêmes soient effectués beaucoup plus rapidement et que finalement ça arrive là encore beaucoup plus rapidement au destinataire. Alors que ce soit à l'import pour payer des fournisseurs, que ce soit pour vous, parfois en tant qu'exportateur pour recevoir le paiement de vos clients, eh bien c'est vrai que l'objectif c'est de passer par des API, passer par de la technologie pour créer donc cette interconnexion entre les paiements. Donc ça fluidifie, ça va beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide. Et pour ce faire, c'est vrai qu'on constate l'arrivée à la fois de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs qui sont là pour vous aider à avancer. Le slide suivant, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors justement, pour accélérer la mise en place de ces paiements, on a on veut- plusieurs acteurs qui sont arrivés. Le premier, c'est l'acteur historique, c'est Swift. Swift, la société de droit belge, comme vous le savez, qui est un réseau mondial, initialement utilisé par les grandes banques, puisque c'est à la fois celles qui détiennent cette entreprise Swift, et en même temps, c'est celles qui principalement l'utilisent, plus les très grandes entreprises qui maintenant sont aussi connectées à ce réseau. Swift est en perpétuelle évolution. Perpétuelle évolution à la fois parce que c'est un système de messagerie qui a créé de nouvelles normes dans la nomenclature des messages. Et puis en 2017, ils ont aussi décidé de créer ce qu'ils ont appelé Swift GPI, qui est en fait Global Payment Innovation. Et à travers ce programme, l'objectif de Swift, c'était de continuer à faire évoluer les paiements le plus pour accélérer, on va dire, ceci, mais en même temps pour en simplifier l'usage. Aujourd'hui, et c'est lancé dans beaucoup d'institutions financières, on a effectivement ce tracking du paiement qui se fait en temps réel. Alors, pour faire une image qui est assez simple, on est tous des utilisateurs de livraison comme individus. Bah, c'est vrai que ce qui est super aujourd'hui avec quand vous recevez un colis, c'est que vous savez exactement où est-ce qu'il est, à quel endroit. Il est dans le centre de tri de Marseille, et puis après il arrive au centre de tri de Toulon, puis il est en cours de livraison, et puis il va arriver chez vous dans 10 minutes. Pour un paiement, aujourd'hui, c'est possible, grâce notamment à ce fameux Swift GPI. Et ça, c'est la dernière innovation. On l'avait précédemment, on avait la possibilité à travers les relations qu'on avait entre banques de pouvoir un peu situer où est le paiement, mais aujourd'hui, c'est vraiment à votre main. Et en tout cas, notamment chez Convera, vous avez la possibilité de suivre en temps réel votre paiement grâce à Swift GPI. Donc, c'est en utilisant le réseau Swift auquel de nombreuses institutions financières sont connectées qu'on arrive aujourd'hui à proposer cette nouvelle typologie de service. Autre nouveauté, c'est les crypto-monnaies. Alors, c'est vrai qu'on entend parler tout le temps des crypto-monnaies, à la fois comme investisseur, à la fois comme utilisateur, le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai envie de dire qu'ils ont eu la bonne idée d'être les précurseurs.
c'est-à-dire que la technologie blockchain, de faire de la monnaie digitale, ça répond à deux critères. Ça répond à des critères à la fois pour les utilisateurs, mais ça répond aussi à des critères du régulateur. Le régulateur veut savoir aujourd'hui où est sa monnaie. On veut lutter contre le blanchiment. Vous êtes au courant de toutes les normes qu'il y a en la matière. Vous êtes parfois confronté parce que vous êtes sollicité pour savoir pour quelles raisons vous envoyez des fonds, pour quelles raisons vous en recevez. Donc c'est vrai que les régulateurs, les États ont envie de traquer, on va dire, l'argent pour mieux effectivement la contrôler. L'avantage de ces technologies de crypto-monnaie et de blockchain, c'est que ça permet justement ce tracking aussi en temps réel. Sauf que si on essaye de regarder un peu plus loin, ce qui est un peu compliqué, c'est que finalement, la monnaie, c'est stratégique pour les États. Et l'arrivée de ces crypto-monnaies, même si elles apportent de la technologie, même si elles ont apporté un savoir-faire, j'ai envie de dire que, et on est en train de le voir avec de nombreuses banques centrales, il, il y a 9 banques centrales qui ont lancé une monnaie digitale. L'euro digital, le dollar digital, le yuan digital. Donc on voit bien qu'en fait les banques centrales elles veulent garder la main mise sur leur monnaie et que si elles prennent la techno sur la partie des cryptos, il convient peut-être d'être un peu prudent, en tout cas dans son utilisation, même si on peut se rendre compte aujourd'hui que certains l'utilisent pour faire des transactions. Tesla en la matière avait notamment créé le buzz il y a quelques années, notamment autour du Bitcoin en acceptant les paiements en Bitcoin pour l'achat de certaines voitures. Néanmoins, regardons plutôt ce qui se passe du côté des banques centrales. C'est elles qui font le marché et justement, on en parlera aussi dans quelques minutes quand on parlera des risques de volatilité. Donc, on se le disait tout à l'heure, rapidité, fiabilité, sécurité. La rapidité, on en a parlé. La fiabilité, on en parle aussi, puisque le tracking, ça permet de s'assurer que le paiement va bien jusqu'au bout. Et puis, sur la sécurité, là aussi, la technologie apporte un certain nombre d'avantages, puisqu'on a des tokens pour pouvoir justement effectuer ces paiements. Mais la sécurisation, ça passe aussi par éviter de subir la variation de la volatilité des devises. Et vous, dans votre domaine, soit en tant qu'importateur, soit en tant qu'exportateur, vous y êtes confronté au quotidien. Ce qu'on peut noter, c'est que 2022 là-dessus nous a gâtés. On a été gâté pour plusieurs raisons, une volatilité très importante, un marché qui a touché des niveaux qu'on n'avait jamais vus, ou en tout cas pas depuis très très longtemps. On se rappelle tous de l'euro-dollar qui a cassé la parité 1 pour descendre jusqu'à 0,96. Et c'est vrai que finalement, ce qui a conduit cette volatilité, c'est l'action des banques centrales. Jamais les banques centrales n'ont été aussi actives. En 2022, 39, les 39 principales banques centrales ont eu plus de 231 actions de hausse ou de baisse des taux, essentiellement des hausses des taux en raison de l'inflation, mais chacune de ces hausses de taux a un impact sur la monnaie qui est rattachée. Donc, effectivement, ça a été le grand chamboulement de la volatilité, le grand chamboulement pour vous. Comment maîtriser, on va dire, ces marges? Comment maîtriser ces approvisionnements quand on a un euro-dollar qui passe de 1,20 à 0,96? Derrière, c'est vos marges, c'est votre profitabilité qui est directement impactée. Donc, on, grand chambardement, on va dire à la fois sur la partie des paiements, sur la partie tech, mais sur la partie marché, c'est la même chose. Là encore, comment est-ce qu'on peut euh, vous accompagner dans ce domaine-là? Alors, c'est ce qui est très intéressant avec la couverture de change, c'est qu'il y a toujours une couverture de change qui est adaptée, on va dire, soit à une volatilité, soit aussi à vos objectifs de gestion. Finalement, on peut trouver trois grands objectifs de gestion. La première, c'est la protection pure, c'est-à-dire que vous vous dites, moi, l'objectif, c'est juste de me protéger. Je ne veux pas subir l'évolution de la volatilité, je veux me protéger, je veux acheter mon dollar ou je veux le vendre toujours au même cours. Pareil pour le yuan, pareil pour le sterling. Je vais rester focus sur le dollar. C'est 90% des échanges, on va dire, dans les PME françaises. Donc, si vous voulez bien, je vais garder le focus sur cette devise. Donc, un, la protection pure. Pour ça, c'est simple.
des instruments financiers, les achats, les ventes à terme, les achats ou ventes à terme ouverts. C'est, comme vous l'avez peut-être avec certains de vos partenaires ou avec nous, c'est une enveloppe qui vous permet d'acheter ou de vendre du dollar à un taux fixe. Et puis, ce qui est, frustrant et là encore, l'idée, c'est d'être la voix, des clients avec lesquels on travaille. Nos clients nous disent souvent: «Bon, très bien de se protéger, mais en fait, moi, si je suis protégé à un cours aujourd'hui, si j'achète, du dollar alors qu'on est à 1,05 et puis que demain il passe à 1,15, bah, je serai plus compétitif sur mon marché. Comment est-ce que je peux faire pour à la fois me protéger et en même temps bénéficier de l'évolution favorable du marché?» Ben, l'avantage, c'est que là aussi, ça existe. On a la possibilité de vous proposer ce type de produit, d'être dans une couverture beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire à la fois d'avoir de la protection de la participation. C'est souvent le principe du tunnel, où vous avez un prix, on va dire, plancher qui vous protège en cas de dégradation de la parité et en même temps qui vous permet de profiter jusqu'à un certain niveau d'une évolution favorable de cette parité. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'autres instruments financiers qui sont à votre disposition pour pouvoir bénéficier, on va dire, de ces deux avantages. Et puis, la troisième catégorie, et là on l'a aussi chez nos clients, c'est des clients qui veulent au contraire utiliser la volatilité comme un avantage compétitif. La monnaie, c'est finalement une matière première comme une autre. On prend le cas d'un exportateur qui va acheter des composants électroniques, bah, finalement, il a 2 matières premières, ses composants électroniques et puis le dollar qu'il va acheter de l'autre côté pour pouvoir acheter ses composants électroniques. Dans les 2 cas, il peut aller chercher de la performance. Dans le premier cas, sur ses composants, il va négocier avec son fournisseur des volumes, un certain type de qualité pour pouvoir négocier ses prix. Plus il prend de volume en général, plus il a la possibilité d'avoir de meilleurs prix. Bah, de l'autre côté, pour les devises, c'est la même chose. Quand on prend un peu plus de risques, quand on essaye de s'engager peut-être sur des volumes un peu plus aléatoires ou un peu plus importants, on a la possibilité d'acheter ou de vendre la devise à un meilleur prix. Et dans ce cas-là, on utilise la devise comme un véritable avantage concurrentiel. Donc, comme vous pouvez le voir, la volatilité, c'est à la fois un risque, mais comme tout risque, ça peut être aussi une opportunité. Et à travers les trois grandes catégories de produits et d'instruments financiers, on a la possibilité de vous accompagner dans ce domaine. Donc, troisième point, qu'on voulait, aborder avec vous ce matin, c'est de vous parler, on va dire, de la couverture de change écologique. Alors pourquoi? Parce que vous le voyez tous, aujourd'hui, on est tous concernés par des politiques RSE, que ce soit, on va dire, une obligation ou que ce soit aussi par choix. Les seuils, d'obligation, descendent de plus en plus, par la taille de bilan, par, le chiffre d'affaires, par le nombre d'employés qu'on peut avoir dans nos entreprises respectives. Mais au-delà de ça, on est tous des citoyens souvent engagés et même ce qu'on a pu observer à travers les sondages qu'on a pu faire, c'est que même des dirigeants de PME qui n'étaient pas spécialement concernés par cette obligation de mettre en œuvre une politique RSE, bah, la mettaient en place parce que bah, c'est, j'ai envie de dire, c'est le sens de l'histoire. C'est aussi l'occasion d'être parfois plus compétitif. C'est l'occasion aussi bah, de mieux retenir ses ressources. On a vu qu'il y avait un turnover assez important aujourd'hui au niveau de nos salariés. Donc, bah, c'est la quête de sens et c'est en même temps être un citoyen du monde, on va dire, engagé. Si on peut avancer sur le slide qui suit. Je ne veux pas revenir en détail sur ce qu'est la politique RSE, mais finalement, la politique RSE dans les entreprises, c'est pas seulement, on va dire, une affaire de transition écologique. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus sociétal, c'est finalement aller vers de l'économie durable. Donc, c'est s'attacher bien évidemment à de la mixité, développer, on va dire, l'éducation, être dans une gestion, une économie équitable, viable qui préserve, on va dire, la planète. Finalement, une économie durable, c'est ce qui vise aujourd'hui la politique RSE lancée dans de nombreuses entreprises et j'espère chez vous aussi. Alors, cette mutation, elle touche la finance de plein fouet et dans tous les domaines de la finance. Ça a démarré, j'ai envie de vous dire, par le crédit et par le placement, donc par les prêteurs et chez les prêteurs et chez les investisseurs. Et vous savez que c'est les deux mêmes
enfin, c'est les deux faces d'une même pièce. Et on a commencé à avoir des covenants, on va dire, écologiques dans certains crédits. On a commencé aussi à avoir des investisseurs, des fonds d'investissement qui ne voulaient investir dans certaines entreprises uniquement si derrière il y avait une logique d'économie durable au sens large, principalement en allant vers de la transition économique. Et puis, les marchés financiers et notamment les distributeurs d'instruments financiers voulaient aussi contribuer à cette grande révolution. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Canvera, notamment en créant un produit qui s'appelle le produit Green Hedging. Pour ce faire, et comment est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous distributeurs de paiement, nous processeurs, on va dire, de paiement, nous aussi distributeurs d'instruments financiers, comment est-ce qu'on peut participer à cette révolution? On a finalement choisi de créer un partenariat avec Gold Standard. Gold Standard, c'est une des références au niveau mondial. C'est en fait une association, c'est une NGO qui monte un grand nombre de projets partout dans le monde à vocation écologique, mais pas seulement, vous le verrez, je vais le décrire dans quelques minutes. Et l'avantage de Gold Standard, c'est que, comme on vous l'a dit, c'est la référence. Parmi les partenaires, parmi les fondateurs de Gold Standard, on va retrouver le WWF. Alors, si tu veux passer là aussi au slide d'après, alors, je crois que c'est encore celui d'après, mais c'est pas grave. Je vais pas suivre totalement le rythme de mes slides, mais on retrouve le WWF, on retrouve les Nations Unies, et en fait, c'est vrai que pour nous, l'important, c'était de choisir un partenaire qui soit le plus sérieux possible et le plus fiable possible. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon la plus simple possible, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une couverture de change, une partie du notionnel lié à cette couverture de change va servir à financer un projet développé par Gold Standard. Donc, ça peut être un projet éolien, ça peut être un projet de biomasse, ça peut être un projet, on va dire, de traitement des eaux. Et en fait, ce qui est aussi intéressant avec Gold Standard, c'est qu'à chaque fois que vous mettez en place ce type de couverture, qu'on l'appelle green, écologique, durable, vous allez en plus remplir 3 des 17 critères développés par l'ONU pour être justement dans une économie durable. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que la thématique RSE, elle n'est pas qu'écologique. Elle est aussi de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'éducation, de promouvoir la mixité, bref. Les 17 critères sont présentés devant vous, mais à chaque fois que vous ferez ce type de couverture, vous allez donc à la fois décarboner la planète et en même temps remplir l'un des 3 critères au minimum l'un des 3 critères définis par les Nations Unies pour aller dans un développement durable. Euh, Comme je vous le disais, c'est finalement assez simple. L'objectif, c'est de traiter avec nous n'importe quelle typologie de couverture, que vous fassiez un terme ou un tunnel ou un accumulateur. Et une partie donc de ce notionnel sert à, comme je vous le disais, à participer à un des projets de Gold Standard. Et en retour pour vous, tous les trimestres, vous recevez un certificat de décarbonation correspondant au montant de tonnes justement décarbonées grâce à ce financement fait à travers la couverture que vous avez mis en place par notre intermédiaire. Donc, si on peut passer au slide suivant. Alors pourquoi effectivement agir maintenant? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais au-delà que ce soit le sens de l'histoire, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut être aussi pour vous le moyen de gagner en compétitivité. Ce qu'on a pu observer chez certains de nos clients, c'est quand ils doivent répondre aujourd'hui à des appels d'offres, il y a parfois des questions maintenant additionnelles sur quelle est leur politique RSE, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre pour être justement dans cette économie durable, qu'est-ce qu'ils ont implémenté dans leur entreprise. Et donc, bah, il n'y a plus de temps à perdre, j'ai envie de vous dire. Le climat nous le rappelle au quotidien et c'est l'occasion à travers ce type de couverture bah, justement de pouvoir répondre immédiatement aux enjeux de demain, qu'ils soient écologiques ou qu'ils soient en termes d'économie durable.
C'est aussi, bien évidemment, une façon de réduire, les coûts parce que, là encore, c'est ce qu'on se disait à travers, certains investissements financiers. Vous pouvez avoir un taux différencié pour votre crédit, en fonction des covenants, écologiques ou RSE que vous allez, avoir définis avec, votre interlocuteur financier. Et puis, le dernier point, c'est, finalement le risque économique. Ce qu'on subit aujourd'hui au niveau du climat, ça a des impacts au quotidien, mais c'est aussi, de la déstabilisation, encore plus de volatilité d'un point de vue économique et on sait que c'est, jamais très bon pour pouvoir faire du business donc finalement tout cela est très vertueux. Slide suivant. Alors qu'est-ce qu'on vous propose? Alors là, on a été un peu trop rapide, mais qu'est-ce qu'on vous propose, chez Convera? Et par rapport à ce qu'on vous disait, tout à l'heure, c'était effectivement d'intervenir sur, 3 grands points. Le premier point, c'était effectivement revenir sur, les paiements et sur la volatilité, des devises. Là-dessus, on a envie de vous dire, quelle est la conséquence pour vous si les devises évoluent plus ou moins 5 à 10 bah, c'est justement qu'on puisse être, à votre disposition pour vous aider au quotidien à travers, notre salle des marchés pour vous proposer l'instrument financier qui vous permettra de mieux défendre, vos marges. Heu, l'autre point, c'est, c'est donc, concernant vos chaînes d'approvisionnement et Marc en parlait, tout à l'heure, c'est de pouvoir là aussi vous accompagner vers les pays où vous allez peut-être choisir de développer votre business ou au contraire de changer de supply chain, de chaîne d'approvisionnement. On a pu le voir au moment où la Chine était bloquée, un assez grand nombre de nos clients sont, déportés vers d'autres pays, un peu plus vers la Corée du Nord, un peu plus vers d'autres pays asiatiques, parfois, même avec un rapatriement en zone euro. Là encore, on est à votre disposition pour vous aider, en la matière et pour vous aider à faire vos paiements au plus simple. Troisième point concernant la complexité des paiements, on en parlait tout à l'heure, il y a de nombreuses normes, de nombreux contrôles qui sont faits, au quotidien, et vous savez comment se passe un paiement. Même si aujourd'hui tout le monde utilise le réseau SWIFT, aucune banque n'est capable de distribuer un paiement partout dans le monde. On passe toujours par des partenariats, on passe toujours par du correspondant banking. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin de s'assurer qu'effectivement, un paiement qui part de France et qui va jusqu'en Chine, eh bien, ou vers une autre destination, il a besoin de suivre toutes les réglementations à chaque fois qu'il traverse les pays, que ce soit depuis la zone euro jusque, on va dire, en Chine. Donc là encore, on est à votre disposition pour ce point-là. Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à faire vos paiements en respectant au mieux les règles et en vous donnant justement quels sont les critères à suivre pour vous assurer que le paiement se déroule le mieux possible. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on vous présentait à travers ce nouveau produit de green hedging et donc d'aller vers des produits financiers qui accompagnent votre politique RSE. Et comme vous avez pu le voir, là encore, chez Convera, nous avons, à travers notre partenaire Gold Standard, la possibilité de vous proposer des couvertures qui demain sont à la fois des couvertures qui vont protéger votre marge, mais qui en même temps vous permettront aussi de renforcer votre politique RSE, de pouvoir communiquer et, je l'espère pour vous, de gagner des parts de marché pour vos business respectifs. Voilà un petit peu les dernières tendances, des paiements et je l'espère aussi, quelques clés pour pouvoir, mieux gérer, les changements qu'on nous sommes en train de vivre en ce moment, à la fois dans le monde du paiement et en même temps de mieux vous protéger contre la volatilité des marchés financiers. Merci Charles. Marc-Élie, tu veux rajouter peut-être quelque chose? L'ensemble des équipes, évidemment, se tiennent à disposition des membres de l'APEX et particulièrement au plus proche de vous avec Stéphane Calzolari que vous connaissez bien à Marseille et Ronan Rioux qui s'occupe de la région sud. Là aussi, on donne toute l'importance à cette proximité et à cette connaissance, à cette capacité au quotidien d'être aux côtés de nos clients au plus proche dans vos entreprises. Donc la discussion, évidemment, peut se prolonger avec Stéphane, avec Ronan, au plus près, chez vous, dans vos sociétés. C'est l'agenda même de Stéphane chaque jour, chaque semaine dans la région sud.
Merci Marc-Élie. Est-ce qu'on a des questions, des remarques de la part des participants? N'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir. Et si ça n'est pas le cas, je vous souhaite à tous une belle journée.